enregistré. Voilà, qu'est-ce que vous faites pour augmenter l'oxygène avec le salbutamol? Donc, pour faire un recap, on a une petite fille. Nous avons Sophie, âgée de 8 ans. Elle vient consulter pour une dyspnée avec une toux d'évoluant depuis 3 jours. D'accord? Alors, vous avez demandé de pouvoir savoir plus ou moins l'histoire. La toux et la dyspnée se présentent beaucoup plus le matin et le soir. Vous avez demandé la saturation à 94%. Alors, on a complété l'examen dans les antécédents. Donc, le père a une rhinite et son frère également, mais le papa également est tabagique. La mère est hypertendue sous traitement. Alors, au départ, vous avez commencé par scoper la patiente. Elle a une fréquence respiratoire à 20, saturation 93. Elle a les latérales d'auscultation. Il n'y a pas le reste de l'examen clinique est sans particularité. La symptomatologie évolue vers l'apparition d'une détresse respiratoire parce que vous l'avez envoyé faire une radiothorax le temps que vous puissiez trouver le diagnostic. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que vous faites, docteur? Je pense qu'on peut suspecter une pneumonie aussi. Et sur quel? Pourquoi tu... Parce que je pense que, si je me rappelle, les enfants peuvent faire beaucoup de pneumonie. Hein. Et puis, sa saturation aussi, qui désature rapidement à 90%. Donc, je pense qu'on peut suspecter une pneumonie. Ok, on va noter ça. On va noter la pneumonie. Alors, vous avez pensé à un asthme. Certains ont pensé à un asthme. Vous avez pensé à un corps étranger. C'est pourquoi vous avez demandé une radiothorax. Vous avez également pensé à une pneumonie. D'accord, il n'y a pas de souci. Pneumonie, on accepte. Quoi d'autre? Donc, finalement, notre patiente est en train de désaturer. Elle est sous oxygène. Elle ne s'améliore pas. Du coup, on fait quoi? C'est quoi la suite? Allez, yalla, salut. Grâce, qu'est-ce que tu penses? Elle ne s'améliore, oui, on vous avez mis sous oxygène au fait. Elle est que sous oxygène, donc. Elle ne s'améliore toujours pas. Elle s'est un peu stabilisée parce que vous l'avez mis de l'oxygène parce qu'elle était dyspnéique, mais c'est pas toujours la grande forme. Hope, qu'est-ce que tu penses? Je réfléchis toujours, je vous écoute seulement. Allez. Bonsoir, docteur Stett. Je sens que toi, tu n'auras pas ici. Est-ce que la petite fille a présenté souvent ces symptômes si c'est pas ces 3 jours-là? Ok. Pourquoi on ne donne pas du salbutamol? Je ne sais pas. C'est à vous de décider en fait. Si vous dites que vous proposez à ce qu'on la mette sous salbutamol, oui, on le fait comment? On va injecter. Docteur Stett, bonsoir. Hein? J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous. Désolé, je suis arrivé en retard. Je ne voulais pas prendre ma parole comme ça. Bonsoir à tous. Je vais récapituler les cas rapidement, comme ça tu es à jour également. Donc, c'est une fille de 8 ans. Elle est admise pour dyspnée tout développement depuis 3 jours. Alors, les amis ont proposé de pouvoir plus ou moins reconstruire l'histoire et de pouvoir voir sa saturation. Alors, on a reconstruit l'histoire. La patiente présente une toux, une dyspnée selon les parents, et surtout le matin et le soir. La saturation à l'hôpital était à 94%. Alors, dans ses antécédents familiaux, elle a le père et son frère qui ont une rhinite. Et le père, il est tabagique, la mère, elle est hypertendue sous traitement. Alors, on a complété l'examen clinique. La fréquence respiratoire était à 20, la saturation 93%. Et elle avait des rades sibilants bilatéraux à l'auscultation. Alors, vu qu'on a tardé parce qu'on a demandé à la patiente d'aller faire une radiothorax, la patiente a présenté, dans ce laps de temps-là, une détresse respiratoire avec une saturation qui était à moins de 90%, un tirage sternal et une tachypnée. Donc, c'est là où nous sommes actuellement. Oui, les amis, on fait quoi après?
Alors, Emmanuel dit si on ne met pas sous salbutamol. Je ne sais pas. En fait, c'est à nous de décider. Est-ce que tu la mets sous salbutamol? Tu me dis oui, je la mets sous salbutamol. Voici ce que je vais faire. Est-ce qu'elle est trop jeune pour un cancer du poumon? Bon, je dirais oui quand même. Cancer du poumon à cet âge-là. Puis, pourquoi on ne donne pas du salbutamol? Bon, je ne sais pas. Nébulisation. Juste, désolé de t'interrompre. Je sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'on lève la main? Est-ce qu'on écrit en commentaire? Ou est-ce qu'on... Oui, on peut parler. On parle directement. Genre, on parle. On échange comme ça? On échange comme ça, oui. D'accord. Donc, moi, j'ai une question. D'accord. Elle a 8 ans, l'enfant. Oui, elle a 8 ans. Donc, est-ce que c'est la première fois qu'elle présente cet épisode ou bien elle a déjà eu à présenter ça dans l'enfance? Alors, les parents disent que c'est la première fois que la fille présente ça. D'accord. Mais elle n'avait jamais présenté d'épisode de tout, hormis ces 3 jours. Non, j'ai pas compris, reprends un peu. J'ai demandé, est-ce qu'elle avait déjà présenté des épisodes de tout, hormis ces 3 jours? Non, elle n'a pas présenté. Bon, disons que c'est une enfant, c'est-à-dire que quand elle était petite, elle a certainement fait des bronchiolites alvéoliques, donc elle a déjà peut-être présenté des épisodes de tout avant. D'accord? Peut-être qu'elle a hérédité du rhume de sa mère. Ok, c'est juste pour pouvoir revenir sur ce que tu as proposé. Bon, sur ce que tu as ciblé. Disons que dans l'enfance, l'enfant a déjà eu à présenter des épisodes de bronchiole alvéolique, donc avec les mêmes symptômes, dyspnée, tout par exemple, d'accord. Mais ça n'a jamais été, elle n'a jamais bénéficié d'un suivi particulier après. Un traitement symptomatique a été fait de temps en temps à l'enfance, mais sans peut-être investigation particulière après. Bonsoir, docteur Ruth. Il y a beaucoup de médecins ici ce soir. Hein. Ah, si. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on fait ici? Allez, yala. Notre personne est en train de désaturer et elle a une détresse respiratoire. Hein? Donc, si on continue à tarder là, ce sera chaud. Oui, Chérie, tu dis quoi ici? Chérie, tu dis... Ah, voilà. Chérie propose de mettre nébuliser. Ok. D'accord. Donc, on fait une nébulisation sous oxygène et on rajoute nébulisation sous salbutamol. D'accord. On fait une nébulisation sous salbutamol. Ça s'améliore encore mieux. Dans nébulisation, la patiente s'améliore. Allô? Oui, c'est vrai, on a mis sous salbutamol, elle s'est plus ou moins améliorée et les râles se sont... Elle n'a plus vraiment ces sibilants en question. Oui, je parle des râles. Bon, elle est sous oxygène actuellement. D'accord. Donc la dyspnée s'est améliorée. On a rajouté un bêta-2 mimétique et la patiente également s'est améliorée. Elle est sous oxygène. Bon, elle est sous oxygène. La saturation est remontée. Il n'y a pas de tout, hein. Grâce, il n'y a pas du tout. La saturation s'est améliorée et remontée, disons à 94 et elle remonte. Oui, Steve, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on doit la garder l'information. On la garde quoi? Sous salbutamol. On la garde sous salbutamol. Ok, d'accord. On va la garder jusqu'à quand? Elle va plus sortir de l'hôpital finalement. On la garde jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on trouve mieux.
Jusqu'à ce qu'on trouve quoi? Le diagnostic. Ok. Donc, elle va rester. Donc, si jamais on ne trouve pas le diagnostic, elle va rester là, elle ne va pas sortir de l'hôpital, elle va rester sous oxygène à vie. Hein? Alors, avec les antécédents bancaires juridiques, donc c'est l'asthme inaugural. Ok. Saturation jusqu'à 98%. Ok, d'accord. Intéressant. Donc, Emmanuel, tu penses à un asthme inaugural. D'accord. Ok. Donc, Emmanuel, tu penses à un asthme inaugural. Alors, on a dit tout à l'heure, il y avait des diagnostics qu'on pouvait évoquer ici. D'accord. Alors, je vais juste revenir dessus très rapidement. Donc, une patiente âgée de 8 ans qui se présente aux urgences parce qu'elle présentait une dyspnée avec des râles sibilants bilatéraux, avec des antécédents chez le père d'une rhinite. Bon, le père souffre à une rhinite, mais également son frère. Son père est tabagique, sa mère est hypertendue. Alors, l'évolution clinique s'est faite. Alors, l'évolution clinique a été faite vers l'aggravation de sa symptomatologie respiratoire avec un tirage sternal, une saturation à moins de 90 et une tachypnée. La patiente a été mise sous oxygène et bronchodilatateur avec une amélioration, bien sûr, de la symptomatologie. Donc, Emmanuel, tu penses à un asthme, d'accord? Donc, on a mis sous bronchodilatateur et sous salbutamol et sous oxygène. D'accord. Ok. Alors là, les diagnostics qu'on pouvait bien évoquer, bien sûr, un asthme, on peut l'évoquer dans ce contexte-là aussi, un corps étranger et une compression trachéale aussi. Alors, on a fait une radiothorax chez la patiente revenue normale, donc le diagnostic le plus probable reste celui de l'asthme. D'accord. Maintenant, vu que nous avons plus ou moins le diagnostic ici, un diagnostic là, qui est probablement celui de l'asthme. Le traitement qu'on a mentionné ici, d'accord, éventuellement une oxygénothérapie, des bronchodilatateurs. Est-ce que c'est... Maintenant, on va un peu revenir sur les principes thérapeutiques de l'asthme, d'accord les amis? Et on va plus ou moins essayer d'arranger tout ça. Alors ici, on évoque comme traitement de la crise d'asthme une oxygénothérapie et des bronchodilatateurs avec des bêta-2 mimétiques. D'accord? Est-ce que vous avez quelque chose à redire ici? Sur le traitement. Grâce, Hope, tu as quelque chose à redire ici? Non, rien à Comment redire. ça que c'est vrai? Et sur le traitement, est-ce que tu penses qu'il est plus ou moins complet? Est-ce que tu penses qu'il manque quelque chose sur le traitement de l'asthme chez notre... Je crois que c'est bon. Je pense que c'est bon. D'accord, oui, Steven. Tu as levé la main? C'était pour savoir si les gens l'asthme était sévère ou bien si c'est... Donc, dans ce cas-là, l'asthme est devenu sévère parce que la personne présente des signes de détresse respiratoire. Donc, l'asthme... Donc, on peut ajouter également les corticoïdes. Les corticoïdes. Pourquoi tu rajoutes des corticoïdes? C'est parce que la gravité d'abord est supérieure. Intéressant. Ok, très intéressant ce que tu précises là. En gros, pour peut-être revenir plus ou moins, j'allais quand même venir insister dessus sur les concepts physiopathes au niveau de l'asthme, d'accord? Alors, dans les composantes physiopathologiques de l'asthme, on a plus ou moins 3 éléments, d'accord? On a 3 éléments en général. Le premier élément, c'est quoi? Le plus évident éventuellement, c'est lequel? Dans l'asthme. Qu'est-ce qu'on a dans l'asthme en soi? Une bronchoconstriction. Une bronchoconstriction, c'est la première des choses. La première des choses qui fait même partie, qui explique même la symptomatologie en termes de sifflement, en termes de sibilant, c'est parce qu'on a une bronchoconstriction. D'accord. À part ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on a une bronchoconstriction. Quoi d'autre? Une hypersécrétion aussi. Une hypersécrétion, oui, tu n'as pas tort, une hypersécrétion, oui.
Quoi d'autre? Yala, il manque peut-être quelque chose là. Je vais prendre qui n'a pas parlé. Mariam, tu ne parles pas depuis là. Hein. Mariam, qu'est-ce que tu en penses? C'est moi qui viens de citer celle-là. Ah, c'est toi qui viens de citer ça. Ok. Est-ce qu'on a une inflammation? Oui, l'inflammation. Alors, dans l'asthme, on a deux composantes. La première composante, on a l'hypersécrétion, ça rentre dans le contexte inflammatoire. Donc, on a une inflammation, d'accord? On a une inflammation, l'inflammation qui entraîne bien sûr une hypersécrétion glandulaire. Et on a la bronchoconstriction. Comment? Je parle la circonscription. J'ai pas entendu. Je parle la circonscription. Je ne t'entends pas, j'ai pas très bien entendu. J'ai dit après on peut avoir l'obstruction aussi. Bien sûr, la bronchoconstriction, ça rentre dans le bronchospasme tout simplement. On a l'inflammation et on a également un élément très important. Je vais revenir sur le contexte, sur les antécédents de la patiente. On a une hyperréactivité. On a une hyperréactivité bronchique. D'accord? Ce sont les trois composantes principales de l'asthme. La bronchoconstriction, l'inflammation et l'hyperréactivité bronchique. Donc, en gros, dans le traitement, on essaie plus ou moins de cibler ces trois éléments. Si tu veux dire quelque chose? Oui, c'était pour demander c'est quoi plus précisément hyperréactivité bronchique. Je reviens tout à l'heure. Alors, l'hyperréactivité bronchique, comme son nom l'indique, c'est que les bronches réagissent très rapidement, très facilement au moindre stress. Ça peut être le froid, ça peut être un exercice physique, ça peut être un allergène. En général, l'asthme, c'est une pathologie. Bon, pas en général. L'asthme, c'est une pathologie allergique. Donc, lorsque le patient est exposé même à des infimes quantités d'allergènes, il est capable de pouvoir faire une réaction. D'accord? Et j'aimerais revenir sur quelque chose, les amis, pour pouvoir renforcer un peu l'hypothèse de l'hyperréactivité bronchique. Alors, je vous ai glissé quelque chose dans nos antécédents. Je vous ai dit que le père, il a une rhinite. Et son frère. Peut-être qu'on n'a pas peut-être prêté attention, mais c'est un argument qui est très important. Pourquoi? Parce que l'asthme, c'est une pathologie qui est allergique et dans les pathologies allergiques, en fait, les infections virales sont parfois des déclencheurs des crises. Ça veut dire qu'un enfant qui a une susceptibilité à pouvoir faire un asthme, si par exemple il contracte un virus, l'enfant peut faire sa crise. Donc éventuellement, le fait qu'il ait dans la famille une notion de rhinite chez le père et chez son papa, l'enfant peut choper le virus et faire sa crise. Donc plus ou moins chez cet enfant. Et en même temps, j'ai précisé que le papa, il est tabagique. On a deux composantes là qui peuvent être plus ou moins des facteurs, qui peuvent aggraver, qui peuvent entraîner le tableau de l'asthme. On a la notion de rhinite chez le papa et la notion de tabagisme. Est-ce que ça va jusque-là? Ça va? Donc, je reviens sur mes trois composantes. Premièrement, j'ai précisé l'hyperréactivité bronchique, la bronchoconstriction et l'inflammation. Alors, j'insiste encore sur l'hyperréactivité bronchique et je vais rajouter une autre composante. Alors, il y a ceci. L'asthme en général, d'accord, est une pathologie, comme je l'ai dit, inflammatoire. Alors, je vais peut-être rajouter un petit détail immunologique, c'est qu'en fait, il y a des cellules immunitaires qui sont impliquées dans l'asthme. Ce sont les lymphocytes qu'on appelle les Th2. D'accord? Si vous vous rappelez vos cours d'immunologie, on vous en parle de Th1, Th2. Alors pourquoi j'en parle? C'est parce que en fait, ces cellules-là, les lymphocytes Th2, sont impliquées également dans d'autres pathologies allergiques, en l'occurrence la rhinite, la dermatite atopique. Alors la dermatite atopique, c'est aussi une pathologie inflammatoire avec des éruptions. Alors, pourquoi je vous en parle? Je vous en parle parce qu'il faudra retenir ça. Si vous voyez par exemple un enfant qui vous présente une rhinite, un enfant qui vous présente une éruption cutanée et qui vous fait une détresse respiratoire, vous pensez à ce qu'on appelle un terrain atopique. D'accord? Un terrain atopique, ça veut dire quoi? L'atopie, ça veut simplement dire que c'est une prédisposition de notre organisme, bon, pas forcément de tout le monde. C'est une prédisposition génétique à pouvoir faire des réactions inflammatoires. C'est ça l'atopie. Ça veut dire c'est lorsque l'organisme de l'enfant a des fortes prédispositions à avoir des
à avoir des réactions allergiques. Et dans le contexte de l'asthme, on parle de ce qu'on appelle une triade atopique. D'accord? En général, c'est l'asthme, on parle de dermatite atopique et on parle également d'une rhinite. Donc, je reprends. Si vous voyez par exemple un enfant qui vous fait une rhinite, il vous fait une détresse respiratoire et vous voyez qu'il a des éruptions cutanées, c'est un enfant qui a un terrain atopique. Ça veut dire que l'enfant a des fortes susceptibilités de pouvoir faire des réactions allergiques. Et c'est pas atypique de voir ces enfants présenter également des crises d'asthme parce que l'asthme rentre dans ce qu'on appelle la pathologie, le contexte atopique. Est-ce que c'est clair? Je reprends. C'est clair ou je reprends? C'est clair? Je reprends? Reprendre. Alors, je reprends. Alors, la pathologie asthmatique est une pathologie allergique, d'accord? C'est une pathologie allergique. J'ai glissé une information en citant qu'il y a des cellules de l'immunité, par exemple, qu'on appelle les lymphocytes Th2, qui sont impliquées également dans la pathologie asthmatique. Ces mêmes cellules-là sont également impliquées dans d'autres pathologies allergiques, en l'occurrence la dermatite atopique, par exemple. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails de ce qu'est la dermatite atopique, mais on retient simplement que c'est une pathologie qui est due à une allergie, tout simplement. Ce sont des éruptions cutanées dues à une allergie. Alors, vu que ces mêmes cellules immunitaires sont impliquées dans la dermatite atopique, par exemple, et dans l'asthme, ça fait qu'en général, les enfants qui sont asthmatiques ont un terrain atopique. Un terrain atopique, ça veut simplement dire qu'on a une prédisposition génétique à pouvoir faire des allergies. Ça veut dire quoi? Il suffit simplement que je sois en contact avec un petit allergène, je fais une réaction allergique. C'est ça l'atopie. C'est cette prédisposition-là. Mais maintenant, ce dont il faut vraiment faire attention, c'est lorsqu'on voit un enfant qui te fait une détresse respiratoire et qui te dit que non, ça fait quelques jours, ça fait quelques semaines, l'enfant avait des éruptions cutanées. Le fait que l'enfant ait eu des éruptions cutanées et que l'enfant ait des signes respiratoires, ça peut plus souvent te faire penser que cet enfant a probablement un terrain atopique, ça veut dire un terrain à faire des réactions allergiques. De manière beaucoup plus biologique, l'atopie, c'est une prédisposition de l'organisme à sécréter des IgE. Les IgE sont des immunoglobulines qui sont impliquées dans les phénomènes allergiques. D'accord? Donc, on retient l'atopie, la dermatite atopique, l'asthme et la rhinite allergique. Ce sont généralement les trois éléments qu'on mentionne lorsqu'on parle d'atopie chez les enfants. D'accord? Maintenant, pour le traitement de l'asthme. Alors, il faut traiter la bronchoconstriction, il faut traiter l'inflammation. Alors, l'hyperréactivité bronchique, c'est un terrain allergique, c'est un terrain génétique qu'on ne peut pas forcément traiter. Le meilleur traitement pour l'hyperréactivité bronchique, c'est la prévention. Ça veut dire qu'il faut éviter que l'enfant soit exposé à un tabagisme passif des parents. Si par exemple l'enfant est allergique à quelque chose, on peut même faire des tests cutanés pour chercher est-ce que l'enfant est allergique à quelque chose et essayer d'enlever en fait cet allergène dans l'environnement direct de l'enfant pour pas qu'il puisse faire des crises d'asthme. Donc, pour traiter la bronchoconstriction, on donne des bronchodilatateurs. Ce sont les bêta-2 mimétiques dont on a parlé. Pour traiter l'inflammation, Steve, tu as bien réfléchi, on donne la corticothérapie. Donc, la corticothérapie, soit par voie orale ou intraveineuse, d'accord? Et aussi, on peut rajouter également des myorelaxants, d'accord, comme les anticholinergiques. Donc, le traitement de base dans l'asthme, tu as l'oxygène, tu as la bronchodilatation et tu as l'anti-inflammatoire, qui est la corticothérapie. Donc, je vous montre ça ici. Donc, traitement de la crise d'asthme, on passe à la corticothérapie et la bronchodilatation. Maintenant, vu que notre enfant ici chez nous présente une crise plus ou moins sévère parce qu'on a des signes de détresse respiratoire, je fais mon oxygénothérapie, mais on fait une nébulisation. Alors, la nébulisation, c'est comme si on va donner... comment vous expliquer ça? Alors, c'est administrer le médicament par voie inhalée, mais qu'est-ce qu'on fait? En fait, on fait une sorte de... comment le terme approprié? On fait une sorte d'administration je vais chercher une image pour essayer de vous montrer plus ou moins ce que c'est. Comme ça, c'est plus simple. D'accord? Si jamais le français... Alors, je vais vous montrer une image de nébulisation rapidement ici. C'est comme si on vaporisait du liquide. Exactement. Par les narines. Exactement. Donc, on prend une chambre d'inhalation, on met du liquide à l'intérieur, c'est-à-dire on met dans du sérum salé, on met du salbutamol, et grâce à la pression de l'oxygène, en fait, le liquide va comme s'évaporer et rentrer à travers les voies respiratoires. C'est ça de la nébulisation. Donc, je vais vous montrer une image. Je pense que je peux vous montrer une image ici.
Alors, là, copier l'image. Donc, ça, c'est la nébulisation. Je vous montre ça ici. Je pense que vous avez déjà vu ça même dans les films. Hein. Vous allez voir souvent, si je te vois dans les films, vous allez voir ça. Donc, en gros, c'est ça de la nébulisation. Laissez-moi faire. Voilà. Super. Voilà. Donc, ici, on a une chambre d'inhalation qui est juste là. Et ici, à l'intérieur, on met du liquide. On va mettre notre salbutamol et notre bêta-2 mimétique qu'on met dans du sérum. Et après, le nébuliseur va délivrer de l'oxygène. Et puis après, le liquide qui est ici à l'intérieur, il va en fait se vaporiser. C'est ça qu'on dit, non? Il va se vaporiser et va rentrer sous forme de nuage de liquide, en fait. Du nuage, hein. En tout cas, quand vous êtes à l'hôpital, vous allez voir que c'est un truc comme de la vapeur, en fait. Voilà, ça sort comme de la vapeur et le patient inhale ça et ça rentre dans les poumons et ça va dilater les bronches. Alors, le traitement, j'ai dit, on peut également associer de la corticothérapie. La corticothérapie par voie orale. Hein. On peut donner par voie orale, on peut également donner par voie injectable, si jamais on va intuber la patient après. Donc, chez notre patient, ce qu'on peut faire éventuellement, on va faire une nébulisation au salbutamol toutes les 20 minutes. En général, on donne 0,03 mg par kilo, qu'on va diluer dans 4 ml de sérum salé, et on donne corticothérapie 2 mg kilo. Bon, les doses, on s'en fout. Hein. En tout cas, on fait de la corticothérapie et on fait une nébulisation au salbutamol. Je vais rajouter un élément, c'est quand même important. Alors, une fois qu'on donne ce traitement, en principe, à moins que la patiente ne s'aggrave, elle est censée récupérer. Si elle récupère, on n'a pas administré, notre patiente n'est pas connue asthmatique, ça veut dire qu'elle n'a pas, comment on appelle ce machin-là que les asthmatiques utilisent. En tout cas, on devrait lui prescrire des bronchodilatateurs par voie inhalée qu'elle peut utiliser à la maison et on continue le traitement par corticothérapie pendant 5 jours. Bon, là, c'est le traitement d'entretien après la crise. Okay? Mais bon, on retient quand même que le traitement, chez notre patiente, on va faire une nébulisation de salbutamol. Le salbutamol, c'est de la ventoline. Hein. C'est en fait le bêta-2 mimétique qui favorise la dilatation des bronches. D'accord? Et la corticothérapie, c'est pour l'inflammation. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions? Ça va? Ça passe? On a compris plus ou moins? Moi, j'ai une question. Oui, Maria. Pourquoi on devrait faire une corticothérapie? À quoi sert la corticothérapie? Oui, la corticothérapie, en fait, les corticoïdes sont des médicaments anti-inflammatoires. J'ai dit que l'asthme avait 3 phénomènes dans la bronchoconstriction, l'inflammation et l'hyperréactivité bronchique. Pour la bronchoconstriction, on donne des bronchodilatateurs. C'est ça qui va dilater les bronches. Mais vu qu'il y a une inflammation qui est là, si vous donnez uniquement des bronchoconstricteurs, vous n'êtes pas efficace. Donc, il faut rajouter un médicament qui lutte contre l'inflammation. Et les corticoïdes sont efficaces pour ça. C'est bon? Des questions? Oui. J'ai une question, mais bon, pour les corticoïdes, pour un enfant de 8 ans, c'est pas un peu chaud? Ça va. Les corticoïdes, on les donne aussi chez les enfants. C'est juste à la dose qu'on va essayer d'adapter, mais on donne également chez les enfants. Je ne sais pas si Seth ou Ruth, vous pouvez rajouter quelque chose. Certainement, vous avez des choses à dire. Docteur Seth, docteur Ruth. Allô? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter, mais puisque tout a été pratiquement dit, comme Justia l'a si bien expliqué déjà, le plus important, c'est de connaître comment poser le diagnostic de l'asthme. Quand on va faire l'interrogatoire, il y a le contexte d'atopie, il y a les signes cliniques respiratoires, notamment une respiration sifflante, un essoufflement, une pression thoracique ou encore une toux. Ça doit déjà nous orienter généralement chez les enfants. Et en plus, c'est ce qu'il a dit dans l'anamnèse, comme quoi l'enfant avait déjà fait des épisodes de bronchoalvéolite quand il était enfant. Ça tique encore et ça peut encore nous aider à conforter le diagnostic. Mais n'est pas passé à côté des autres diagnostics différentiels, comme il a si bien expliqué.
Et je pense que pour le traitement à notre niveau, je pense que c'est important de savoir d'abord la physiopathologie de l'asthme et c'est en fonction de ça qu'on fera le traitement. Sinon la posologie et autres, pour le moment, je pense que c'est pas bien important et tout. Il faut savoir qu'il faut traiter la vaso la bronchoconstriction avec les bêta-2 diurétiques et traiter l'inflammation avec des corticoïdes. Mais savoir quand est-ce qu'utiliser les corticoïdes et quand est-ce que... Donc ça rentre encore d'autres détails traitement de la crise, traitement de fond, etc., etc. Donc connaître les grandes lignes, c'est le plus important. Et s'il y a des questions un peu plus approfondies, on pourra toujours essayer de réfléchir ensemble et d'y répondre. Donc voilà. Super. Merci beaucoup. D'autres questions, les amis? Ruth? Oui, bonsoir. Désolée. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais nous rappeler que, bon, à part s'il y a des spécialistes ici, nous sommes des généralistes, donc on doit fonctionner comme des généralistes. Maintenant, pour le traitement, il faut toujours penser à un traitement symptomatique. Donc, c'est les symptômes qu'on traite parce que c'est très important de soulager la patiente avant qu'elle décompense. Ça, c'est un. Et de deux, dans le traitement de fond, comme tu l'as si bien dit, Justia, c'est important de mettre les corticoïdes parce qu'elle aura toujours, elle a l'environnement déjà qui est un facteur de risque pour elle. Et le fait que c'est déjà sur un terrain atopique, c'est important qu'elle ait les corticoïdes comme traitement. Il faut peut-être pas sur le long terme, mais c'est important qu'elle ait déjà. Et aussi, c'est important de faire la référence à un pédiatre. On est généraliste, n'oublions pas. Tu fais le premier traitement. Voilà, pour soulager, mais il faut toujours faire la référence au pédiatre. À part ça, je crois que tout ce que tu as déjà dit, Justia, c'est ça. Il faut donner bêta-2 mimétique, il faut donner également la ventoline, la chambre d'inhalation et quoi d'autre? Je pense que c'est tout. Et les corticoïdes, voilà. Pour les corticoïdes, ça ne pose pas de problème chez les enfants. Souvent, on donne ça sous forme de demi-comprimés. C'est pas tout le comprimé entier. On donne ça sous forme de demi-comprimés. Mais c'est très important pour ce cas parce que elle risque de faire encore une autre crise d'asthme très sévère et peut-être même, elle peut arriver à un stade où il faut peut-être faire une intubation et tout. Et c'est pas ce qu'on veut pour la patiente. Elle est encore très jeune. Et c'est possible que son asthme soit très bien géré, en fait. Voilà, c'était tout pour moi. Merci beaucoup, docteur. Alors, juste pour finir, deux rappels quand même ici. Alors, très important à savoir, tout ce qui s'y fait n'est pas l'asthme. Donc, un enfant qui te fait des râles sibilants de soudation ne pense pas d'abord à un asthme. Il y a également d'autres diagnostics. Je pense que le docteur l'a mentionné. Éventuellement, vous avez pensé au corps étranger, très important. Et aussi, bon, si c'est une patiente plus jeune, on pouvait penser à une bronchialvéolite par exemple. Alors, au départ, Mariam, tu avais mentionné la pneumonie. Bon, le tableau clinique qu'on a ici n'est pas vraiment évocateur d'une pneumonie parce qu'on pouvait même avoir une fièvre. Le tableau il est quand même un peu différent. Hein. La pneumonie serait quand même un peu, tu vois. On aurait une notion de fièvre et la radiothorax pourrait aussi présenter quelque chose. D'accord? Donc, on n'est pas vraiment dans la pneumonie ici. Et voilà, chez les asthmatiques, c'est important de faire un contrôle de ce qu'on appelle le débit expiratoire de pointe, le peak flow. Alors le peak flow, c'est en fait la mesure de la vitesse maximale expiratoire forcée. C'est un matériel qu'on donne aux patients. On demande de souffler avec ses forces, toutes ses forces. On mesure le débit expiratoire de pointe. Alors c'est important que si on fait un asthmatique plus ou moins, si on veut évaluer la sévérité de l'asthme, de pouvoir faire ce contrôle du peak flow, d'accord? Du peak flow pour voir si jamais par exemple l'enfant a baissé son peak flow par rapport à ses valeurs habituelles, on peut penser à une exacerbation de cet asthme-là. Il faut traiter rapidement l'urgence. D'accord. Alors de quoi il s'agissait ce soir? Il s'agissait de quoi? De quoi il s'agissait ce soir? De quoi il s'agissait? De l'asthme. Il s'agissait de l'asthme chez l'enfant. On a fait le tour. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Steve. Excusez-moi, j'ai été éjecté de l'appel lorsque le docteur parlait des diagnostics différentiels. J'aimerais savoir quels sont les diagnostics différentiels. Bon, les diagnostics différentiels de l'asthme. En gros, on peut avoir lorsque l'enfant, par exemple, a une inhalation de corps étranger, l'enfant peut présenter des râles sibilants.
D'accord. En gros, les diagnostics différentiels, tu les poses en fonction des signes qui peuvent se ressembler, qui peuvent faire penser à un asthme. Par exemple, un enfant qui a inhalé un corps étranger, comme je l'ai dit, ça peut être un diagnostic différentiel. À part ça, on peut aussi avoir, j'allais parler d'un OAP. C'est vrai que c'est pas le même contexte clinique, mais par exemple, dans un OAP, tu peux avoir des râles sibilants et si jamais tu poses mal ton diagnostic, tu peux penser à un asthme. À part ça, il y a aussi... Alors, à part ça, tu as également... on peut avoir une oppression thoracique, d'accord? Donc, j'ai cité corps étranger, j'ai cité... il y a également ce qu'on appelle des bronchoalvéolites. Un enfant qui te fait une bronchoalvéolite, ça peut être un diagnostic différentiel d'un asthme, généralement chez les plus jeunes. Donc, tu peux avoir une inhalation d'un corps étranger, tu peux avoir un RGO aussi, par exemple, d'accord? Et aussi l'oppression thoracique, etc. D'accord? C'est bon? Juste, merci pour la réponse. Comme le docteur Ruth, si je ne m'abuse, c'est ça le nom, je pense. Oui, c'est ça, Ruth. D'accord. Comme docteur Ruth l'a dit tantôt, je pense que c'est très important, à notre niveau de généraliste, d'être des très bons cliniciens. C'est plus important. En tout cas, on n'est pas spécialiste, mais je pense qu'un généraliste qui est bon clinicien, c'est déjà ça, quoi. Donc, juste là, si bien expliqué, connaître, savoir comment poser le diagnostic de l'asthme. Cliniquement, d'abord, avant de confirmer le diagnostic par l'examen complémentaire, notamment les FR et autres. Le diagnostic différentiel de l'asthme, tu vas le faire avec tout ce qui va te donner, par exemple, une dyspnée sifflante, ou une oppression thoracique. Donc, tout ce qui peut donner cette symptomatologie de l'asthme, tu peux considérer comme diagnostic différentiel. Donc, en premier, tu élimines ce qui est le plus probable, notamment l'asthme, parce que c'est une urgence. L'enfant est en train de tousser, il avait une oppression thoracique, il avait une dyspnée assez grave, entre parenthèses. Donc, tu élimines l'asthme avec par exemple, cette nébulisation. S'il y a une amélioration, tant mieux. Tu pourras compléter l'examen complémentaire par la suite pour essayer de assurer ton diagnostic. Sinon, tu réfères l'enfant chez un spécialiste, comme l'a dit le Dr Ruth, pour assurer le diagnostic. Mais sinon, tu peux par la suite faire une radio thorax si c'est dans un contexte, par exemple, des enfants un peu, de l'âge, je sais pas moi, de bas âge, par exemple, après l'âge d'une naissance, 3, 4 ans, etc., qui commencent déjà à s'amuser avec des objets, etc., et qui peuvent inhaler des objets, tu peux éliminer en faisant une radio thoracique. Sinon, avec une radio, tu peux également voir des adénopathies, tu peux voir, je sais pas moi, une tumeur, c'est rare chez l'enfant quand même, qui va comprimer les branches, etc., seulement avec une radio. Donc, c'est juste pour dire que on va essayer à notre niveau d'être le plus clinicien possible. Et surtout, n'est pas d'abord sans c'est pas dire sans bruit, mais il faut connaître les traitements des pathologies, mais à notre niveau, essayons d'être le plus clinicien possible. Donc, essayons de connaître comment poser un diagnostic et quels sont les signes cliniques qu'on peut trouver dans ces pathologies. Donc, si je devais rajouter quelque chose, juste après. D'accord, merci beaucoup. Donc, on a plus ou moins fait le tour et on a fini pour ce soir. Alors, on va donner un devoir à quelqu'un ici, à une personne d'entre nous, comme on l'a fait la semaine passée. Qui prend le devoir cette semaine? Oui, Steve. Alors, moi, c'est toi qui vas prendre le devoir. Vas-y. Tu as une question? Vas-y. Non, c'est le devoir que je veux. Voilà, ton devoir, tu vas nous chercher c'est quoi le syndrome de Brooks. Tu vas chercher sur ça et tu nous enverras la réponse dans le groupe. C'est bon? C'est un truc qui ressemble un peu à l'asthme, mais bon. Tu vas chercher sur ça et tu vas nous donner la réponse dans le groupe. Bon, les amis, on attendra la réponse de Steve sur le syndrome de Brooks et après on verra. C'est bon? Moi j'ai une question à poser à nos amis. Pourquoi lorsqu'on fait l'anamnèse on veut faire l'anamnèse de l'asthme, on pose souvent la question aux parents, surtout si c'est les enfants si c'est des nourrissants ou bien des enfants de bas âge, on pose la question de savoir est-ce que l'enfant tousse, est-ce que c'est une toux nocturne et est-ce que c'est une toux qui intervient à la deuxième moitié de la nuit ou la première moitié de la nuit. Pourquoi on pose cette question? Est-ce que quelqu'un a une idée par rapport à ça? Sinon, ça peut aussi être un devoir pour... Ça peut être un devoir aussi. Hein. Parce que dans la littérature, on voit dans l'anamnèse, tu vas poser la question, il y a la toux, tu demandes est-ce que l'enfant tousse, est-ce que c'est la nuit, c'est une toux nocturne, le parent te dit oui,
Après, tu demandes est-ce que c'est la première partie de la nuit ou c'est la deuxième moitié de la nuit. Pourquoi on pose cette question? Pourquoi on cherche à avoir cette différence? Quelqu'un a une idée par rapport à ça? Personne? Bon, je pense que ça va être un devoir alors. Steve, tu veux répondre? Bon, c'est juste pour demander, est-ce que ça a quelque chose à voir avec sa respiration lorsqu'elle est inconsciente? Plus ou moins, je sais pas. La question, docteur Cheryl, c'est de savoir, quand on fait l'anamnèse de l'asthme, quand on veut poser le diagnostic de l'asthme, on pose souvent la question aux parents de savoir, surtout si c'est les jeunes enfants, si c'est les enfants de bas âge ou les nourrissons, on pose la question de savoir est-ce que l'enfant tousse. Le parent va te dire oui. Tu demandes est-ce que c'est une toux nocturne. Le parent te dit oui. Tu demandes encore est-ce que c'est une toux qui intervient souvent la deuxième moitié de la nuit ou c'est la première moitié de la nuit. Je demande maintenant à savoir pourquoi on cherche à savoir cette différence entre la première partie de la moitié de la nuit ou deuxième moitié de la nuit. C'est la question que je pose. Pourquoi on pose cette question? Non, c'est pas la tuberculose. Bon, je pense que ça va être un devoir. On va l'avoir en même temps que le syndrome de Brooks pour la prochaine fois. Qui prend le devoir? Qui prend ce devoir? Je veux. Ah, Mariam, tu prends le devoir. D'accord. Mariam prend le devoir. Oui, je voulais déjà poser la question. Est-ce que chez un enfant, un enfant peut être atteint d'une BPCO? Une BPCO chez les enfants. C'est vrai que c'est quand même un peu rare. Je dirais que c'est pas impossible. C'est possible qu'un enfant puisse avoir une BPCO. Ça dépend de l'âge également, je pense. Mais c'est beaucoup plus chez les adultes quand même. Hein. Mais, je peux essayer de répondre à la question si je n'arrive pas. Oui, bien sûr. Vas-y, tu peux répondre à la question. Peut-être que durant la deuxième moitié de la nuit, les organes sont plus relâchés et puis peut-être le poumon peut s'affaisser et puis la personne n'arrive pas à respirer complètement. Donc, elle a des toux durant la deuxième moitié. Mais la première moitié de la nuit, la personne n'est pas plongée dans un sommeil profond où ses organes ne sont pas, où ses organes sont trop relâchés. C'est ma réponse un peu avant les recherches. D'accord, merci. Ok. D'accord. En tout cas, on aura la confirmation en semaine. Merci beaucoup pour ta réponse. Tu continues les recherches et tu nous reviens encore plus sur ça. D'accord. Tout de suite, avant de quitter. Super. Donc, merci beaucoup d'avoir pris part à cette session. On se retrouvera la semaine prochaine pour notre prochain tour. On verra bien le sujet qu'on va aborder. Si vous avez des amis qui peuvent être intéressés, n'hésitez pas à leur en parler. Ce sera intéressant de pouvoir toujours échanger ensemble. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Passez une très bonne soirée et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir. Merci, au revoir.